crois qu'historiquement, on pouvait dire qu'un virus mettait 1 an pour faire le tour du monde. Aujourd'hui, avec voilà, les voyages, les transports, on imagine que le virus fait le tour du monde en l'espace de 24 heures. Bienvenue dans 10 minutes de Prève, la capsule qui vous invite à mieux comprendre pour mieux agir. En 10 minutes, nous prenons le temps d'explorer les liens entre notre santé et notre environnement. Santé, environnement et vous. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la déforestation et son impact sur notre santé. 10 000, c'est le nombre estimé de micro-organismes qui vivent dans les écosystèmes forestiers et qui participent à leur équilibre. Quand ces forêts disparaissent, ces micro-organismes migrent ou s'éteignent, ce qui perturbe les écosystèmes et nos santé. Comment la déforestation amplifie les risques sanitaires? Pourquoi santé humaine et santé des forêts sont si étroitement liées? C'est ce que nous allons voir avec Arnaud Machelard, chercheur INSERM à l'Institut Pasteur de Lille. Bonjour Arnaud et merci d'avoir accepté notre invitation à ce 10 minutes de Prève. Bonjour Lydia, c'est avec plaisir. D'abord et avant tout, est-ce que vous pouvez vous présenter? Bien sûr, je m'appelle Arnaud Machelard, je suis chercheur au Centre d'infection et d'immunité de Lille, sous tutelle INSERM, et ici sur le campus de l'Institut Pasteur de Lille. Et je travaille principalement sur les maladies infectieuses et l'étude de l'interaction hôte-pathogène. Merci pour cette présentation. Justement, dans le cadre des Printemps de la Prève, on va parler de déforestation et de santé. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez revenir sur la notion de maladies infectieuses émergentes et d'épidémie? Bien sûr. Donc là, il y a deux concepts, maladies infectieuses émergentes et épidémie. La notion d'émergence est relative au fait qu'une nouvelle infection arrive, un nouvel agent pathogène. C'était le cas du SARS-CoV-2, par exemple. Donc c'est soit un nouvel agent pathogène qui arrive, soit c'est une infection qui va se propager rapidement en un cours assez réduit. Donc la maladie peut déjà un petit peu exister dans un foyer, Oui. puis si rapidement elle commence à se propager, là on peut aussi parler de maladie émergente. Et on va parler ensuite d'épidémie, lorsque cette infection va se propager à un quartier, une ville, un pays, peut-être un continent, et finalement quand elle va concerner la population mondiale, on parlera alors de pandémie. D'accord. Et pourquoi est-ce que c'est en constante évolution? Est-ce que il y a un rôle de l'activité humaine dans cette augmentation? Alors, plusieurs facteurs entrent en jeu. Tout d'abord, on peut peut-être donner quelques chiffres, mais dans les années 50, on pouvait estimer qu'une maladie émergente allait se manifester à peu près tous les 15 ans. D'accord. Aujourd'hui, on considère qu'une maladie émergente apparaît tous les ans. D'accord. Donc c'est vraiment très fréquent et de plus en plus fréquent. Et en plus de ça, ces maladies émergentes vont de plus en plus avoir un profil à devenir une épidémie ou une pandémie. Avant, ça pouvait rester très en foyer, et puis maintenant, on se rend compte que de plus en plus, on va finalement infecter des populations beaucoup plus larges. Et les différents facteurs qui sont responsables de cette augmentation croissante en fait, de maladies émergentes, c'est évidemment le comportement humain. Alors pas que, hein, mais on peut citer voilà, la déforestation, le réchauffement climatique et d'autres éléments. Et en fait, les paramètres qui entrent en jeu sont les mêmes qu'au néolithique, par exemple, quand les populations sont passées de nomades à sédentaires. Oui. On s'est arrêté, on a construit des villes, on a commencé à faire un peu d'agriculture, un petit peu d'élevage, à rester sur place, à augmenter les contacts entre les hommes et les animaux. Et c'est à partir de là que les maladies ont émergé. Et en fait, aujourd'hui, on est gardé sur ce même schéma. On a conservé ce schéma, sauf qu'il est augmenté, amplifié. Et donc, on va sans cesse augmenter les risques de contact entre les hommes et les animaux. Parce que ce que j'ai oublié de mentionner juste avant, c'était que la plupart de ces maladies émergentes en fait, étaient associées aux infections animales. C'est un saut entre l'homme, Entre l'animal et l'homme. l'animal et l'homme. Donc, on parle de zoonose. Oui. Et 70% des maladies émergentes, en fait, nous viennent des animaux. D'accord. Et de ce fait, peut-être qu'on peut préciser le lien entre la déforestation et l'augmentation de ces maladies? L'exemple de la déforestation est un bon exemple parce que c'est clairement le lieu où on va augmenter la rencontre entre l'homme et les animaux, que ce soit les animaux qui vont être réservoirs ou alors les vecteurs, aussi les contacts avec les moustiques. Mais au niveau des réservoirs, par exemple, le contact avec les rongeurs ou contact avec les singes, par exemple. Et donc, ça, parfois, ce contact entre l'homme et les animaux a pu, dans les forêts, dans le contexte de la déforestation ou différentes activités liées
liées au domaine forestier comme la chasse par exemple, ça peut être responsable d'émergence d'infections Ebola par exemple dans certaines régions d'Afrique. Et un autre exemple aussi, le fait d'abattre les arbres dans une région tropicale, quand il va y avoir des pluies, ça va créer des zones où l'eau va pouvoir stagner, se réchauffer, et ça va être propice en fait au développement des moustiques et donc à l'arrivée de nouvelles maladies émergentes. Un autre point aussi, et c'est des choses qu'on a pu observer par exemple en Guyane, dans les zones d'orpaillage, eh bien, l'eau stagnante qui va se réchauffer a été responsable d'épidémies de choléra, par exemple. D'accord. Les bactéries ont pu bien se développer dans l'eau qui chauffait, et puis après, bon, les gens ont bu cette eau, ou voilà, se sont un petit peu rincés, ou se sont lavés avec cette eau, et ça a déclenché des épidémies de choléra. Et comment la perte de la biodiversité affecte-t-elle directement la santé humaine? Alors ça peut être intéressant, parce que quand on imagine que les maladies émergentes nous viennent principalement des animaux, on pourrait imaginer qu'une diminution de la biodiversité, celle qu'on observe, hein, la nouvelle extinction massive qu'on est en train de vivre, pourrait justement être associée au fait qu'on ait moins d'agents pathogènes et qu'on soit moins infecté. Et en fait, ce qui se passe, c'est tout à fait l'inverse. Pour qu'on soit moins infecté, il faut qu'il y ait une grande diversité. Oui. Et là, ça fait appel à une notion de dilution hein, qui est un petit peu bien connue dans le domaine de l'écologie, mais on peut prendre comme exemple en fait la maladie de Lyme. Oui. La maladie de Lyme est très présente aux États-Unis et elle arrive un peu en Europe. Et c'est une maladie qui est transmise par une tique et dont le responsable est une bactérie. Et en fait, cette bactérie, elle a un réservoir qui est le rongeur. C'est une petite souris à pattes blanches qu'on va trouver dans les forêts, dans les campagnes aux États-Unis. Et ce qui se passe, en fait, c'est avec la construction des villes, la construction des routes, la déforestation, les grands prédateurs ont disparu. Oui. Et du coup, ce rongeur va se multiplier. Et la tique, en fait, maintenant, va statistiquement régulièrement prendre un repas chez ces souris-là, plutôt que de prendre son repas chez d'autres rongeurs ou chez leurs prédateurs, par exemple. La tique va principalement aller se nourrir chez ces souris-là, qui vont être porteurs de la bactérie, et ensuite, ces tiques vont pouvoir venir se nourrir sur un humain et du coup transmettre ainsi la maladie de Lyme. Donc cet exemple-là montre en quoi la perte de biodiversité, la perte de compétition finalement entre les différentes espèces animales fait que ça peut être propice à l'émergence de maladies infectieuses. Donc la perte de biodiversité va impacter directement en fait, la propagation par exemple de la maladie de Lyme. C'est ça. D'accord. Ouais. Comment l'utilisation d'anti-inflammatoires peut être responsable de l'augmentation de la rage en Inde? Ça, c'est un bel exemple de l'impact de l'homme et des pratiques humaines finalement sur la propagation des épidémies. Oui. On sait qu'en Inde, les vaches sont sacrées. Oui. Et en fait, les Indiens utilisent les vaches pour produire du lait et aussi dans les champs pour travailler, hein, parce que c'est des animaux qui sont quand même très costauds. Et lorsque ces animaux étaient blessés ou un peu malades, on avait tendance à les badigeonner d'anti-inflammatoires. Comme les animaux sont aussi sacrés, lorsque l'animal meurt, en fait, il n'est pas abattu, il n'est pas incinéré, en fait, il est finalement laissé à l'abandon. Et là, en fait, c'est les animaux charognards qui viennent finalement se nourrir sur ces animaux-là. Et en fait, on a remarqué en fait, que l'anti-inflammatoire utilisé pour ces animaux-là avait été hyper toxique pour les populations de vautours en Inde. Et les populations de vautours, en fait, ont diminué de 99% en l'espace de 10 ans. Entre les années 80 et les années 90, le nombre de vautours a énormément chuté. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que la disparition des vautours fait que les carcasses sont restées là, et du coup, d'autres animaux sont arrivés, et notamment les chiens errants. Donc, les chiens errants se sont multipliés, et du coup, on a augmenté le contact entre les chiens et les animaux, et les chiens sont porteurs de rage, et donc on a observé une augmentation des cas de rage en Inde. Donc voilà, c'est un exemple. Et puis, bon, si on reste sur les vaches et les cas de l'Inde, finalement, il y a un côté un petit peu contradictoire à ça, qu'on peut mettre un peu en opposition. Mais du coup, en Inde, comme la vache est sacrée, ils ont même parfois l'habitude de dormir avec les animaux dans les étables. Et du coup, là, ils vont être davantage protégés des piqûres de moustiques, par exemple, puisque le moustique ira davantage piquer la vache plutôt que l'homme. Et donc, voilà, ça peut être aussi contradictoire. Il faut pouvoir bien maîtriser ces différents paramètres. On voit clairement que l'activité humaine a un impact direct sur l'environnement et donc la propagation de ces maladies et de ces épidémies. Est-ce qu'il y a d'autres activités humaines qu'on peut mettre en avant qui pourraient être responsables? On peut d'abord parler de la mondialisation, les échanges de viande par exemple, de viande, et puis aussi le voyage. Je crois qu'historiquement, on pouvait dire qu'un virus mettait 1 an pour faire le tour du monde.
Aujourd'hui, avec voilà, les voyages et les transports, on imagine que le virus fait le tour du monde en l'espace de 24 heures. Donc, les infections vont se propager beaucoup, beaucoup plus vite. Et puis, un autre élément clé aussi, c'est l'élevage intensif. Oui. Quand on prend une batterie de poulet, une batterie de porc, en fait, ils sont tous identiques, ils sont génétiquement très identiques. Et donc, quand un virus va pouvoir infecter un porc, il va très, très rapidement être adapté à tous les autres porcs dans l'environnement. Et donc, dans ce cas-là, se propager très, très vite. Et si tous les porcs sont infectés, le saut vers l'espèce humaine, vers les éleveurs, est beaucoup plus Rapide et du coup beaucoup plus fréquent. D'accord. Est-ce qu'on peut supposer que la combinaison de plusieurs de ces facteurs amplifie encore davantage le risque d'émergence des épidémies? En fait, c'est souvent ce qui se passe. Ce n'est pas uniquement un des éléments qui va être responsable de l'émergence de ces épidémies. Et il y a un exemple bien connu, en fait, qui a été bien décrit. C'était une épidémie du virus Nipah, qui, à la fin des années 90, en fait, qui a été présent chez des hommes en Malaisie et à Singapour. Et en fait, ils ont remarqué que cette épidémie venait de différents facteurs. Et en fait, ça avait commencé par une déforestation sur une île au large de Bornéo. Ils ont déforesté pour mettre des palmiers et faire de l'huile de palme. Et cette déforestation entraînait la migration de populations de chauves-souris qui étaient présentes en fait dans la jungle qui était installée là avant la déforestation. Et ces chauves-souris ont migré vers des manguiers. Et au pied de ces manguiers, il y avait un élevage de cochons. Et les cochons ont mangé en fait les fruits qui avaient été contaminés par les chauves-souris. Et ce cochon était, du coup, été mis en contact avec les éleveurs. Ça a contaminé quelques éleveurs. Et puis, il y a un élément en plus qui s'est produit, c'est que cette région-là est une région de confession musulmane. Donc, en fait, les cochons n'étaient pas destinés à être mangés sur place, mais ils étaient envoyés. Et du coup, il y avait ce transport de marchandises qui fait qu'on a vu des cas de patients infectés avec le virus Nipah ailleurs en Asie. Et donc là, on a un exemple qui montre bien l'impact de la déforestation, de l'élevage intensif et ensuite du transport de marchandises. Et donc, quel impact sur la santé humaine? Et l'impact sur la santé humaine. Ok. Est-ce que quand même il y a des points verts? Est-ce qu'aujourd'hui il y a un retour en arrière possible? Est-ce qu'il y a des pistes de solutions? Je ne sais pas si le retour en arrière est possible. En tout cas, ce qu'on peut être capable de faire, c'est d'en maîtriser les contours et de pouvoir ralentir la courbe sur laquelle on est lancé. Oui. Il faut vraiment prêter de l'attention à la prévention. Donc la déforestation, les réchauffements climatiques, on peut réagir sur ces sujets-là. Et puis surtout, ce qu'on doit faire maintenant, c'est anticiper. Je pense qu'on ne pourra pas s'empêcher de déforester certaines régions. Je pense que ce sera bien aussi de replanter des arbres à certains endroits, mais ce qu'on doit pouvoir faire aujourd'hui, c'est tiens, cette zone-là, cette parcelle-là, est-ce que si on la déforeste, est-ce que ça peut avoir un impact derrière sur la propagation des épidémies? Est-ce qu'il y a des chauves-souris qui sont hébergées dans cette zone-là, par exemple? Est-ce qu'il y a des élevages à proximité? Et donc, sur ces sujets-là, on peut faire un travail. Oui. Plus de recherche, plus de travail, plus de diagnostic. Le diagnostic sera important et l'anticipation. Le diagnostic est un bon point parce que plus tôt on pourra diagnostiquer une maladie émergente et plus rapidement on pourra confiner. Oui. Et du coup, on évitera de passer au stade d'épidémie et même de pandémie. D'accord, très bien. Merci beaucoup pour avoir répondu à nos questions. Merci pour tous ces éclairages très utiles. On voit bien le lien entre la déforestation, l'impact de l'humain, l'activité humaine sur la santé de l'être humain, tout en passant par justement les écosystèmes, la déforestation, l'environnement. On voit que chaque activité que l'on fait va avoir un impact pas toujours négatif, des fois positif, mais tout doit être réfléchi aujourd'hui pour pouvoir agir et à une meilleure santé pour demain. Exactement. Merci Arnaud. Merci beaucoup.